Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition des JT sur ZAE Télévision. Donc voici le sommet. Le ministre conseil aux infrastructures au cadre de ville, Jacques Ayadi, a effectué ce week-end une visite dans les Agégués. Le point de la visite dans cette édition. Le président du bureau politique du parti Bloc républicain, Abdoulaye Biotchane, a rendu une visite à son homologue de l'Union progressiste Le Renouveau, Joseph Diogbenou, le lundi 19 mai 2025. Cette énième rencontre s'inscrit dans le cadre d'un cycle de concertation stratégique institué depuis quelques mois par les deux formations politiques dans une volonté affirmée de renforcer leur coopération. Les détails dans un instant. La première session ordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective au titre de l'année 2025 s'est ouverte le 22 mai 2025. Les travaux ont été ouverts par le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. À nouveau, bonsoir, bienvenue dans cette édition. Si vous nous rejoignez, le ministre conseiller aux infrastructures au cadre de ville, Jacques Ayadi, continue sa tournée. Il a effectué ce week-end une visite dans les Agégués. Le compte rendu de la visite dans cette capsule vidéo. Mes premiers mots seront des mots d'apaisement des populations. Je voulais les rassurer qu'il n'y a pas péril en la demeure. Ce qui s'est passé ici est prévisible parce que l'entreprise n'est pas encore intervenue concrètement dans cette zone. Parce qu'il y a une piste existante avant que nous ne confions les travaux à l'entreprise. L'entreprise a fait les élargissements, mais a laissé la piste existante circuler pour observation, malgré les résultats des études. Disons heureusement, parce que c'est comme ça qu'on traite les zones instables comme ces zones-là. Il faut les précharger, donner un temps d'observation pour voir comment ça va se comporter afin d'affiner la conception qu'il faut faire de cette zone-là. Donc ce qui s'est passé est même une bonne chose. Ça nous permettra de bien dimensionner cette session. Dès que l'élément est passé sur les réseaux, c'est comme si c'est tout le linéaire qui est parti. Or, ce n'est que sur 100 mètres. Donc, moi, je vous invite à continuer d'abord à rétablir la circulation très rapidement et à continuer à laisser le préchargement circuler pendant un temps et venir intervenir ici vraiment le plus tard possible pour que nous puissions observer les mouvements de terre ici, les tassements différentiels et autres pour voir comment revoir le support, le sol support ici. Donc voilà, un peu je repars ici assez rassuré parce que ce que j'avais pensé en arrivant ici, ce n'est pas ça. C'est une zone qui n'est pas encore vraiment touchée, qui est partie. Je crois que le maire doit pouvoir confirmer cela parce que, à moins que le point qu'on m'a fait ne soit pas juste, il y a une piste existante et c'est surtout la piste existante qui n'est pas encore touchée qui a fait l'objet de ces dégradations-là. Je voudrais également dire aux populations que le vaudou, c'est notre patrimoine
importants que nous devons respecter. Et le vaudou, normalement, doit nous aider à réaliser nos projets. Cette route-là, il y a trop de plaidoyer au niveau du chef de l'État avant qu'on ne décide de la réaliser. Ça veut dire que c'est un vœu, c'est un souhait, c'est une doléance des populations qui a été satisfaite par la réalisation de cette route-là. Le président Patrice Talon a été chaleureusement accueilli au palais Amiri Diwan le 19 mai 2025 où il a rencontré son Altesse Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, émir de l'État du Qatar. Cette rencontre de haut niveau a offert une occasion précieuse pour des échanges approfondis sur le renforcement de la coopération bilatérale entre le Qatar et le Bénin dans divers domaines d'intérêt commun. Les discussions ont permis d'explorer des avenues pour intensifier les partenariats économiques, diplomatiques et culturels. À l'issue de cette visite, plusieurs accords significatifs ont été signés consolidant ainsi les liens stratégiques entre les deux nations. Plus de détails dans cette séquence vidéo. Les discussions entre les deux chefs d'État ont porté autour du renforcement de la coopération entre nos deux pays. Le Qatar et le Bénin partagent ensemble une vision d'un monde équilibré, un monde en paix. Et les deux chefs d'État ont décidé d'accélérer l'alignement entre nos deux États sur les questions politiques et de stabilité à travers le monde, mais aussi dans les différentes régions, y compris les régions africaines. Sur le volet économique, les deux chefs d'État ont décidé d'accélérer l'intégration économique de nos deux États et de faire en sorte qu'il y ait une plus grande coopération économique entre le Bénin et le Qatar de façon concrète. Et comme cela a été annoncé dans le communiqué conjoint diffusé par les deux États, le Qatar et le Bénin ont décidé de travailler dans le domaine de l'aviation civile avec comme effet immédiat la mise en place d'un partenariat entre Qatar Airways et Amazon Airlines, qui est le nouvel avionneur béninois, mais aussi de travailler à l'ouverture très prochainement d'une ligne directe, d'une liaison directe entre Doha et Cotonou qui pourrait être opérée par Qatar Airways. D'autres domaines d'investissement économique ont été également abordés et feront l'objet d'un développement conjoint par des équipes et comités techniques mis en place par les deux chefs de l'État. Dans le domaine de la culture, qui est un élément essentiel de la politique et de la volonté de rayonnement du Bénin, les deux chefs d'État ont décidé d'accélérer la coopération entre nos deux pays via nos différentes instances muséales et bien entendu, cela pourrait déboucher très prochainement sur une présence ici au Qatar d'œuvres des artistes béninois pour présenter une fois et révéler au monde la scène artistique béninoise. Donc, somme toute, une première partie de cette visite très productive et qui rehausse le niveau de partenariat entre l'État du Qatar et la République du Bénin. Après son audience avec l'émir du Qatar, le chef de l'État s'est rendu au musée national du Qatar Doha avec sa délégation. Cette visite, qui s'inscrit dans une dynamique de coopération culturelle et diplomatique entre les deux pays, a été marquée par un échange en tête-à-tête enrichissant autour des possibilités de collaboration culturelle entre le Bénin et le Qatar. Notons que le Bénin a signé 6 accords de protocole avec le Qatar au cours de la visite du président Patrice Talon. Un pas important fait le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Plus de détails dans cet élément. Le musée national du Qatar est une œuvre d'un prestige extraordinaire qui force l'admiration. L'accueil chaleureux offert par la présidente du musée, son Excellence Sheikha Al-Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, débouche sur une séance de travail explorant les potentialités de coopération culturelle entre le Bénin et le Qatar. Ce musée, qui raconte l'histoire du Qatar, de ses origines géologiques à son développement moderne, a offert au président Patrice Talon une immersion dans la riche histoire
et le patrimoine culturel du pays. La visite guidée a permis de découvrir les 11 galeries permanentes du musée qui abritent des artefacts emblématiques tels que le tapis de perles de Baroda et des expériences immersives utilisant des technologies de pointe. Le président Patrice Talon a été particulièrement impressionné par l'intégration du palais historique du cheikh Abdullah bin Jassim Al Thani au cœur du musée, témoignant de la transformation du Qatar. La visite a pris fin par la signature du livre d'or où le président Patrice Talon a écrit, je cite, « Je viens de passer un moment exceptionnel et plein d'enseignements ici. L'histoire que présente ce musée témoigne de la grande et noble vision qui a fondé ce pays, agréable pour ses citoyens et mondialement respecté. Que vive le Qatar et l'amitié bénino-qatari. » Fin de citation. Exprimant ainsi son admiration pour la vision culturelle du Qatar et l'importance de ce musée en tant que pont entre les cultures. Notons qu'en marge de la visite officielle, 6 accords et protocoles d'accord ont été signés entre le gouvernement de l'État du Qatar et le gouvernement de la République du Bénin. Il s'agit notamment d'un accord sur l'exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques ou spéciaux, d'un protocole d'accord sur la mise en place d'un mécanisme de consultation politique et diplomatique, d'un protocole d'accord de coopération dans le domaine de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, d'un accord de coopération dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, d'un protocole d'accord sur la reconnaissance mutuelle des certificats des gens de mer, et puis d'un protocole de coopération dans les domaines du tourisme et des événements d'affaires. Le lundi 19 mai 2025, le président du bloc républicain Abdoulaye Biotchane a conduit une importante délégation au siège de l'Union progressiste Le Renouveau dans le cadre d'une séance de concertation entre les deux principales forces politiques de la mouvance présidentielle. Cette rencontre de haut niveau visait à renforcer la synergie d'action entre les deux partis engagés aux côtés du gouvernement béninois. Les échanges empreints de responsabilité et d'ouverture ont permis d'aborder des sujets d'intérêt commun et ont abouti à des accords significatifs dont les détails seront bientôt rendus publics. Le bloc républicain réaffirme ainsi son engagement pour l'unité, la cohésion politique et le développement du Bénin. Comme à l'accoutumée, le Conseil des ministres est réuni le 21 mai 2025 sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement Patrice Talon. Au thème des discussions, plusieurs décisions ont été prises au titre des communications. On note la construction d'un centre d'identification immigration-élection à Cotonou. Également la conduite d'une étude dans le cadre de la réforme du secteur béninois de la boulangerie. Suivant à présent le porte-parole du gouvernement Wilfred Mengoubedi pour plus de précisions. S'agissant des communications, en point 1, construction d'un centre d'identification immigration, émigration, élection, dit Ciel à Cotonou. Le projet Ciel est un centre d'envergure devant abriter les sièges des institutions publiques que sont la Commission électorale nationale autonome, Sénat, dont le bâtiment comprend 4 niveaux, l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP, édifice de 4 niveaux également, la Direction de l'immigration et de l'immigration, DEI, de même configuration,
et la Direction des affaires consulaires et des Béninois de l'extérieur, DACB, immeuble de 2 niveaux. Dans la perspective de sa réalisation, le Conseil s'est prononcé en faveur de la contractualisation avec divers cabinets pour les missions de maîtrise d'œuvre complète et de contrôle technique afin d'assurer l'exécution du projet en cohérence avec les principes directeurs qui le portent. En point 2. Conduite d'une étude dans le cadre de la réforme du secteur béninois de la boulangerie. En raison des insuffisances révélées par l'état des lieux qui en a été fait, cette réforme vise le renforcement des instruments juridiques existants ainsi que des normes sanitaires de qualité et de sécurité alimentaire. Aussi, prendra-t-elle en compte la modernisation des conditions de production et l'amélioration des techniques appliquées aux fins d'introduire des pratiques innovantes. À terme, l'étude mettra à la disposition du ministère de l'Industrie et du Commerce le guide technique d'installation d'une unité de boulangerie, le guide des bonnes pratiques et des normes pour la production du pain, le mécanisme pour la détermination participative du prix du pain avec les acteurs du secteur, les instruments de détection et de mesure de substances prohibées qui pourraient se trouver dans la farine de blé, la pâte de farine de blé et le pain. L'objectif visé est d'améliorer les conditions et techniques de production par l'ensemble des acteurs du secteur pour produire du pain de meilleure qualité au profit de la population. En point 3, réalisation du schéma directeur des postes sources haute tension, moyenne tension et des réseaux moyenne tension du Bénin à l'horizon 2040. Le diagnostic des réseaux électriques du Bénin, réalisé en 2024, a mis en évidence plusieurs défis nécessitant des ajustements stratégiques et techniques. Dans ce cadre, il a été demandé à une structure spécialisée de proposer à la Société béninoise d'énergie électrique, SB2E, des outils et des études stratégiques pertinentes pour optimiser le développement des réseaux de distribution d'électricité au Bénin en cohérence avec les objectifs nationaux d'électrification. Les dites études permettront d'une part de optimiser les investissements en priorisant leur rentabilité économique et technique afin d'éviter les surcoûts liés à des infrastructures mal dimensionnées ou redondantes. Améliorer la qualité de la fourniture d'électricité en corrigeant les insuffisances liées aux surcharges fréquentes, aux pertes techniques élevées et à la qualité de service qui reste perfectible. Anticiper les besoins énergétiques futurs face à une croissance démographique et économique rapide et de prévoir les infrastructures capables d'accueillir des charges futures, notamment pour l'électrification rurale et le développement des zones industrielles et périurbaines, etc. Elles aideront, d'autre part, à moderniser les réseaux et accélérer la transition énergétique en standardisant progressivement les réseaux à une tension uniforme de 20 kV pour améliorer leur efficacité, leur fiabilité et réduire les coûts d'investissement et de maintenance. Mettre en œuvre une politique d'enfouissement des réseaux dans les zones urbaines denses en débutant par Cotonou afin de réduire les risques climatiques et d'améliorer l'esthétique urbaine. Conduire un processus de transfert de compétences vers les ingénieurs de la SB2E, incluant une formation à l'utilisation de l'outil de planification installé et aux méthodes de planification des réseaux. Accroître l'autonomie de la SB2E dans la gestion des projets d'infrastructures électriques, réduisant ainsi la dépendance à l'expertise étrangère. C'est pourquoi le Conseil a marqué son accord en vue de la contractualisation avec ce prestataire qualifié, à charge pour le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, de superviser la mise en œuvre du projet et de veiller à l'intégration des résultats des études dans les futurs plans d'investissement de la SB2E. À cet effet, une attention particulière sera accordée aux travaux d'urgence prévus sur la période 2025-2028.
Depuis 2016, le gouvernement béninois a engagé des réformes majeures dans le secteur des transports, notamment en investissant dans l'amélioration des infrastructures routières et en promouvant la digitalisation et la professionnalisation des métiers du transport. Le but est d'assurer la transformation structurelle dans les 12 départements du pays. Lors de l'émission Reddition de comptes Piaget 2021-2026, un entretien télévisé co-animé par les confrères Marcel Arrossi de la télévision nationale et de Eric Guédénon de Canal 3 Bénin, le ministre en charge du cadre de vie et des transports, José Didier Tonato, a exposé le bilan des réformes engagées dans le secteur des transports. Suivons ensemble. Le gouvernement a fait beaucoup. Infrastructure routière seulement, je crois qu'on a fait une avancée très substantielle. Nous avions environ une cinquantaine de chefs-lieux de communes qui étaient connectés au réseau bitumé, mais un réseau bitumé de très mauvaise qualité. Aujourd'hui, nous allons atteindre, à partir de l'année prochaine, les 77 chefs-lieux de communes connectés par le réseau routier, mais un réseau de très bonne qualité. Ça veut dire quoi? Que le maillage du territoire national par le réseau routier est très avancé. Le programme qui a été annoncé au PAG 1, au PAG s'est poursuivi au PAG 2. À titre de comparaison, de 1960 à 2016, nous avions à peu près 2000 km de route dont vous connaissez la qualité, vous l'avez décrit, je ne reviens pas dessus. Nous avons emblavé 3000 km de 2016 à maintenant, dont 1800 km sont déjà livrés et près de 1500 km sont en cours de travaux actuellement. Nous avons engagé des études aujourd'hui globalement sur 3500 km de routes en terre et de pistes pour provisionner les PAG à venir pour poursuivre le maillage territorial en réseau routier. Je crois que le Bénin est en train de rattraper un gap très important. Quand on est champion en matière de production agricole, il faut des routes et il faut des marchés pour transformer l'effort de nos paysans, de nos producteurs en richesse et en croissance. Donc les infrastructures routières sont un facteur déterminant, fondamental dans le développement, dans la croissance économique que nous recherchons et dans le développement que nous attendons pour notre pays. C'est pourquoi au cœur du pilier qui est la transformation structurelle de l'économie du Bénin, et que nous avons poursuivi totalement pendant le PAG2, la question des infrastructures, et spécialement des infrastructures routières, est une question centrale que nous poursuivons sous la supervision du président de la République avec beaucoup de méthodes, beaucoup de rigueur et beaucoup de continuité. C'est un réseau aujourd'hui qui est marqué par une recherche fondamentale de la qualité. Nous sommes sortis des routes à durabilité de 5-10 ans pour aller vers des routes d'un autre standard comme on trouve en Europe, avec des durées de vie de plus de 20 ans, 25 ans, 30 ans. C'est ça qui va nous permettre de nous concentrer sur tout ce qui n'a pas été fait et de mettre en place en même temps une démarche d'entretien routier, parce que c'est ça qui garantit la durabilité, qui rend résilient et durable l'infrastructure routière. Donc nous sommes totalement, vraiment sur une dynamique que nous souhaitons se poursuivre le plus longtemps possible. La rupture dans l'exécution découle de la rupture de la gouvernance. C'est celui qui porte le programme d'action du gouvernement par ses orientations, sa vision et son ambition. C'est le président Patrice Talon. Je ne pense pas que, sans vouloir comparer ni porter un jugement sur ce qui s'est passé avant, le diagnostic parle tout seul. La gouvernance a changé, c'était la rupture, c'est le terme symbolique que porte cette gouvernance, c'est une véritable rupture dans tous les secteurs.
en particulier dans le secteur routier. Ce qui est fait aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente dans notre besoin de réseau routier, en termes de pourcentage par exemple, sur l'ensemble du territoire national? Toutes les routes nationales sont prises en compte. Tous les départements sont desservis. Je l'ai dit, toutes les communes sont desservies. Et en dehors de ces 3000 km de routes qui sont, c'est plus de 4000 milliards de nos francs, qui sont en cours de travaux, nous avons 3500, je l'ai dit tantôt, qui sont en cours d'études, mais nous puisons dans le stock de 12 000 km de routes en terre et de pistes que nous entretenons régulièrement pour faciliter l'écoulement des spéculations agricoles. Et donc, si nous arrivons à traiter les 3500 qui sont à l'étude, ça va diminuer un peu de ces 12 500. Vous voyez, si vous faites rapidement le calcul, aujourd'hui, nous avons un réseau global qui doit faire autour de 15-20 000 km. Je n'ai pas le chiffre précis, mais l'objectif, c'est de réduire progressivement la part des routes en terre et des pistes qui sont difficiles à pratiquer pour basculer sur des routes revêtues, en reliant toutes les communes, en reliant toutes les zones économiques, en reliant toutes les zones de production à la métropole où se trouve notre port, où se trouve la concentration du pouvoir central, pour favoriser la valorisation de notre production agricole et économique. Le mercredi 21 mai 2025, une délégation composée des membres de la conférence des présidents de l'Assemblée nationale, conduite par le président de l'institution Louis-Gbert Ounouvlavonou, a effectué une descente de terrain sur le chantier du futur siège parlementaire en construction. Cette visite a été précédée d'une importante séance de travail au palais des gouverneurs à Porte-Novo. L'objectif de cette mission conjointe était de constater de visu l'évolution des travaux et d'apporter des réponses concrètes aux interrogations formulées récemment par plusieurs députés, notamment sur le rythme et la qualité de l'exécution du projet. Les détails dans cet élément signé de nos confrères de la télévision Hémicycle. Dans un souci de transparence et de reddition de comptes, le président de l'Assemblée nationale, Louis-Gbert Ounouvlavonou, a convié ce mercredi 21 mai 2025 les membres de la conférence des présidents à la réunion trimestrielle du comité de pilotage du projet de construction du nouveau siège du Parlement. À cette occasion, le directeur général de la société immobilière et d'aménagement urbain SIMO, maître d'ouvrage délégué, a présenté un point d'étape sur l'évolution du chantier. Les travaux de construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale sont exécutés à 64%. En termes de prévision, la fin des travaux est prévue pour avril 2026. Mais avant, on a un jalon intermédiaire qui porte sur, disons, la réalisation de l'hémicycle. Donc, pour permettre la tenue des activités importantes, ça fait quelques mois que le président de l'Assemblée insiste sur ce jalon. Nous pensons que si tout se passe bien, que ce jalon sera atteint en décembre 2025, c'est-à-dire donc on aura le bâtiment dans l'ensemble clos couvert, hors d'eau, hors d'air et tout avec les habillages, mais surtout la concrétisation de la partie hémicycle avec le mobilier qu'il faut pour une fonctionnalité. À l'issue de la séance, le président de l'Assemblée nationale, entouré des membres de la conférence des présidents et des cadres parlementaires, s'est rendu sur le site pour une visite technique. Compartiment par compartiment, les parlementaires ont pu constater de visu l'état d'avancement des travaux. Je pense que si les travaux finissaient, ce serait une très bonne œuvre pour le Bénin, pour les députés, parce qu'en quittant nos domiciles pour l'Assemblée, on serait fiers de venir travailler dans un lieu sain où tout est disponible pour une bonne production législative. Je crois que c'est l'essentiel et nous allons continuer de suivre, de faire en sorte que les travaux finissent et que le calendrier finalement retenu soit suivi. Le chantier de construction de l'Assemblée nationale évolue à grands pas.
malgré les quelques retards connus dans le projet. Je retiens que le gouvernement est en train de jouer sa partition à travers le maître d'ouvrage délégué qu'est la CIMO et que les entreprises sont à pied d'œuvre. Et c'est la première fois, j'avoue, que je visite ce chantier après le lancement du chantier, après la pose de première pierre, les premiers coups de pioche où j'étais présent. Et ma surprise a été vraiment de taille quand j'ai observé l'œuvre abattue jusque-là pour sortir de terre ce géant arbre à palabres que constitue notre hémicycle désormais. C'est vrai, il reste beaucoup de travaux de finition à faire, mais ma satisfaction est quand même à un niveau suffisamment élevé quand j'ai vu les réalisations sur le chantier. Sur le terrain, plus que des chiffres ou des plans, ce sont des volumes qui prennent forme, des espaces qui s'érigent et déjà des perspectives qui s'ouvrent. Ce nouveau siège est une promesse en construction, celle d'un Parlement plus ancré, plus visible et tourné vers l'avenir. Restons toujours au Parlement. Le président du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a été reçu en audience le jeudi 22 mai par le président Loïc-Gbao Onuovlavonou. Une rencontre placée sous le signe du dialogue institutionnel et de la coopération en matière de respect des droits humains. Le point des échanges avec nos confrères de la télévision Hémicycle. Merci beaucoup. Merci. Une poignée de main pour renforcer la coopération en matière des droits humains. Ce jeudi 22 mai 2025, le président du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies est au cabinet du président Loïc-Gbao Onuovlavonou. L'occasion pour lui de saluer les efforts du Parlement béninois en faveur de la justice et de l'égalité. On s'est échangé un peu sur l'importance des droits de l'homme au Bénin, les progrès qui étaient faits dans la société béninoise pendant ces dernières années. Pour moi, c'était particulièrement important de pouvoir rencontrer le président de l'Assemblée parce que le lien avec le Parlement, les législateurs, c'est traditionnellement très important aussi pour les droits de l'homme. Le Bénin peut être fier de sa délégation, de son ambassadeur à Genève au Conseil des droits de l'homme qui arrive très bien à expliquer la situation particulière dans le Bénin, les progrès qui ont été achevés par le Bénin dans le domaine des droits de l'homme, qui expliquent l'expertise du Bénin aussi, qui partage cette expertise avec d'autres pays. Alors pour ça aussi, j'ai félicité le président de l'Assemblée et les autorités du Bénin. Je l'ai invité de continuer l'engagement avec la communauté internationale pour expliquer ce que fait le Bénin, pour partager l'expertise du Bénin avec les autres pays de la région et du monde. Cette rencontre ouvre la voie à une meilleure collaboration entre le Bénin et les deux institutions pour la promotion des droits humains. Les membres du gouvernement et les syndicats ont entamé des échanges le jeudi 22 mai 2025. C'est à l'occasion de la première session ordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective au titre de l'année 2025. Selon le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, cette rencontre n'est pas un simple rendez-vous institutionnel. Le point des échanges dans cet élément signé Canal 3 Bénin. Nouveau face-à-face entre exécutifs et représentants des travailleurs. Il s'agit de la première session ordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective au titre de l'année 2025. Conformément au protocole préétabli, la séance est inaugurée par le ministre d'État Abdoulaye Biotchane qui procède à un rappel des préoccupations ayant cristallisé les débats lors des dernières rencontres. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de rappeler que notre commission a tenu au cours de l'année 2024 deux séances de travail au titre de sa première session ordinaire les 24 mai et 2 août, ainsi qu'une session extraordinaire le 10 septembre. Ces réunions permettent d'aborder des sujets majeurs, notamment la problématique de la cherté de la vie et la présentation du projet Assurance pour le renforcement du capital humain, ARCH. La session extraordinaire, quant à elle, a été consacrée à la préparation de la rentrée scolaire universitaire 2024-2025 pour en assurer le bon développement. Entre restrictions des libertés syndicales, reversement d'argent public, non-paiement d'émoluments et autres sujets, s'en est suivi une présentation photographique de l'état des lieux de la situation des travailleurs par les responsables d'organisations syndicales. Les AME, dont la première promotion est recrutée depuis 2019,
ne sont toujours pas reversés malgré les multiples promesses du gouvernement. Jusqu'à ce jour, certains enseignants reversés de 2008 vont toujours à l'école sans contrat et sans salaire. Les agents de santé connaissent aussi le même sort. Ils attendent en vain leur contrat de reversement. Je m'en voudrais de ne pas dénoncer la fermeture d'un centre de santé confessionnel à Papa de Domaine, le centre Padre Pio, qui dessert une zone où résident pour la plupart des populations très pauvres. L'ordre du jour de cette session s'articule autour des doléances des travailleurs au titre de l'année 2025 transmis en amont au gouvernement. Les travaux sont annoncés pour durer 3 jours. En visite à Cotonou, le président du Conseil des droits de l'homme s'est rendu dans les locaux de l'Institut national de la femme où il a eu des échanges avec la présidente de l'INF sur la protection des droits des femmes et des filles. Maître Huguette Bokwe-Yankade a présenté avec clarté et conviction les grandes lignes de la mission de l'institution, soulignant à la fois la résilience et l'innovation qui caractérisent ses actions. Le compte rendu de la séance avec nos confrères de Canal 3 Bénin. La présidente et son équipe ils ont présenté les activités de l'Institut, ce qui nous a fort intéressés et impressionnés. On a fait un tour des lieux aussi qui étaient ouverts tout récemment. Après, j'ai pu présenter à la présidente et son équipe les activités du Conseil des droits de l'homme. J'ai pu rassurer la présidente que les questions de discrimination de tout genre, y compris sur la base des genres, orientation sexuelle, religion et autres, c'est vraiment au centre de l'activité aussi du Conseil des droits de l'homme. Et j'ai aussi encouragé la présidente à travers l'équipe béninoise à Genève au Conseil des droits de l'homme de partager l'expérience que vous faites avec cet institut pour que d'autres pays puissent en profiter de cette belle expérience. Le Conseil lui-même offre une plateforme pour que tous les pays membres, les pays observateurs peuvent arriver pour partager leurs préoccupations, mais aussi leurs expertises nationales. Alors, s'il y a des exemples positifs pour adresser la question de l'égalité des genres, comme par exemple ici au Bénin, c'est utile pour les autres pays de les entendre, de les écouter dans le contexte de ce Conseil des droits de l'homme. Après, il y a le pilier coopération technique qui fait partie du mandat du Conseil. Alors, s'il y a des besoins au Bénin, à l'Institut pour un soutien financier, soutien technique, pour encore renforcer les travaux ici, le Bénin peut s'adresser au Conseil et puis on va faire de sorte que ce soutien puisse être assuré pour le pays, mais en particulier pour l'Institut. Dans un autre registre à présent, suite à des remontées d'informations concernant l'état des infrastructures routières, Jacques Kayadi, ministre conseiller aux infrastructures et au cadre de vie, a effectué une visite de terrain les 21 et 22 mai 2025 dans plusieurs départements du Bénin. Objectif, évaluer l'avancement des chantiers et la qualité des axes récemment réceptionnés. Le compte rendu de la tournée avec la télévision nationale. Les dernières pluies n'ont pas fait que des heureux à Cotonou et environ par ces temps de chaleur. Certaines voies sont devenues impraticables juste après les précipitations. L'eau stagnante, par endroits, a perturbé et causé des dommages aux usagers. Après la pluie, c'est difficile de circuler. C'est une pluie soudaine qui est arrivée en un temps court. 10-15 minutes, mais la lame d'eau qui est tombée est exceptionnelle. Axe Carrefour à Kassato, marché de Gros, Bédégbé, l'avenue du Canada, le ministre conseiller aux infrastructures et au cadre de vie est allé sur ces chantiers en cours dans ces zones. Une descente motivée par la plainte incessante des populations. Les curagnes ont agrandi un bassin portuaire de rotation pour améliorer la situation. Le collecteur est destiné à reprendre cette eau-là. Il faut faire quelque chose de provisoire. Parce que ce n'est pas imprévisible.
Des instructions sont données pour améliorer la situation, aligner les infrastructures aux standards de qualité et répondre aux attentes légitimes des Béninois, un vœu cher au gouvernement. Le président de l'Assemblée nationale, Loïc Béounou-Vlavonou, a reçu le vendredi 23 mai 2025 une délégation de la plateforme du secteur sanitaire privé du Bénin. À l'agenda de cette rencontre, la préparation d'une conférence internationale sur le financement en santé. Le point des échanges dans cet élément signé par nos confrères de la télévision Hémicycle. Conduit par le président, le docteur Abdoulatif Moussé, les membres de la plateforme du secteur sanitaire privé ont été reçus ce vendredi 23 mai 2025 au cabinet du président Loïc Béounou-Vlavonou. Les échanges ont porté essentiellement sur un événement d'envergure internationale à venir, une conférence de haut niveau sur le financement en santé initiée par la plateforme. Notre ambition, c'est que nous puissions travailler ensemble avec toutes les commissions, les réseautages au niveau de l'Assemblée nationale pour que le système santé, le domaine d'utilité publique qu'il représente, le système, le paquet vraiment de modèles d'utilité publique de la santé pour le professionnel de santé, pour les formations sanitaires, particulièrement les formations sanitaires privées, nous puissions effectivement, utilisant les experts, les compétences qui existent au sein vraiment de l'Assemblée sur le plan législatif, en arriver à des cotations, à mettre en place de manière durable une vue d'utilité publique gagnante pour le secteur sanitaire privé. D'ici la fin de l'année 2026, mieux encore consolidé pour 2027, nous puissions en arriver à mettre en place un vrai paquet représentant le mode d'utilité publique du secteur sanitaire, particulièrement du secteur sanitaire privé. Au terme de cette audience, la délégation se dit satisfaite du soutien exprimé par le président de l'Assemblée nationale. Un appui institutionnel fort pour un événement qui entend mettre en lumière les défis et les solutions du secteur sanitaire privé au Bénin. L'homme d'affaires Achille Tchaou est proche du président du parti, le libéral Richard Boniworo, a été déposé en prison le vendredi 23 mai 2025. Auditionné sur ses liens avec le président du parti, le libéral Achille Tchaou, est désormais poursuivi pour cybercriminalité et blanchiment de capitaux. Selon les informations, des données numériques ont été saisies lors de la perquisition à son domicile à l'issue de sa présentation devant le parquet spécial et le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention. Achille Tchaou a été déposé à la prison civile de Cotonou. Il devra comparaître le jeudi 2 juin 2025. Le président du parti, le libéral Richard Boniworo, et ses co-accusés, à savoir le directeur des partis politiques et des affaires électorales et un cadre en service à la direction des affaires intérieures et des cultes, ont été déposés en prison le jeudi 22 mai 2025. Ils sont inculpés pour des faits de corruption d'argent public dans le cadre de l'obtention du récépissé de reconnaissance officielle du parti de Richard Boniworo, le libéral. La 4e édition du Forum international de l'intermédiation du numérique et de l'innovation s'est ouverte le jeudi 22 mai 2025 à Cotonou en présence d'acteurs économiques, institutionnels, financiers et technologiques venus de plusieurs pays africains. Initié par Afrique Créance, l'événement vise à rapprocher PME et PMI des solutions de financement innovantes et à promouvoir la digitalisation au service du développement durable. Le reportage avec nos confrères de Canal 3 Bénin. À ces assises voulues par Afrique Créance se mènent des débats riches et constructifs dont le but est de générer des idées novatrices et des solutions concrètes pour favoriser une croissance économique inclusive et durable sur le continent africain. Cette 4e édition du Forum international de l'intermédiation du numérique et de l'innovation réunit à Cotonou les forces vives de la finance africaine et internationale. Je souhaite que ce forum soit un moment d'inspiration, mais aussi d'engagement et de co-construction, et qu'il fasse émerger des idées nouvelles et concrètes et des partenariats solides au service du financement inclusif, plus intelligent et plus africain. Le FAGAS que je dirige reste mobilisé, fidèle à sa vocation d'institution de développement,
entre l'Afrique et le reste du monde. La PBEF Bénin, que je représente ici, se tient disponible pour accompagner les recommandations qui seront issues de ces 2 journées de travaux en vue de poursuivre sa mission qui est de financer l'économie dans toutes ses dimensions. Ayant pour thème financement du secteur privé et digitalisation des services financiers et publics pour une croissance durable en Afrique, cette plateforme de dialogue met un accent particulier sur la mobilisation des marchés financiers et de l'épargne pour renforcer le financement du secteur privé en Afrique. Le FONI 2025 se veut être aussi un espace de concertation, de partage d'expériences et de réseautage entre les acteurs de la finance et du numérique. 2 secteurs complémentaires désormais indissociables. Il y a en lumière les fintech et PME qui innovent au quotidien dans le numérique et soutiennent le développement du secteur financier en Afrique. Les métiers de l'intermédiation et les métiers connaissent et leur rôle dans la recherche de financement au profit des entreprises africaines. Outre les discours protocolaires et les différentes communications, la cérémonie inaugurale du FONI est marquée également par plusieurs autres activités. Il s'agit entre autres de la remise de prix aux institutions financières qui impactent positivement l'écosystème financier africain. Le gouvernement béninois renforce son dispositif de lutte contre la piraterie des œuvres culturelles lors d'une cérémonie officielle organisée le mardi dernier. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abimbola, a installé les 11 membres de la Commission nationale de lutte contre la piraterie, nommés par arrêté. Cette nouvelle instance aura pour mission de conduire des réflexions prospectives sur la piraterie sous toutes ses formes, de mettre à jour les politiques nationales de lutte et de promouvoir les pratiques vertueuses en matière de respect des droits d'auteur. Plus de détails dans ce reportage signé Canal 3 Bénin. Plus question pour quiconque de bafouer les œuvres des artistes béninois. Le gouvernement fait de la lutte contre la piraterie des œuvres de l'esprit son cheval de bataille. En témoigne cette installation de la Commission nationale de lutte contre la piraterie des œuvres littéraires et artistiques. Ils ont pour mission de sensibiliser les populations et développer des stratégies devant lutter efficacement contre la piraterie de ces œuvres au Bénin. De nombreuses réformes sont déjà en cours dans le secteur culturel afin de faire de ce rêve une réalité. Nous avons également, sous l'inspiration de M. le ministre, mis en œuvre le dispositif de collecte des données automatiques. M. le ministre a également demandé de parfaire le système de répartition. Et nous avons dans ce cadre sollicité l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Enfin, la plus grande réforme concerne l'arsenal, le cadre juridique et touche donc à l'amélioration de notre loi afin de mettre cette loi-là en cohérence avec les enjeux du numérique. 10 au total, ces membres de la Commission nationale de lutte contre la piraterie des œuvres littéraires et artistiques ont 3 ans pour relever les nombreux défis auxquels est confronté ce secteur. Une mission qui requiert clairvoyance, rigueur, engagement et sens élevé de l'intérêt général. Généralement, nous avons presque de l'empathie pour les étudiants, professeurs et autres qui recopient, qui photocopient en disant c'est la pauvreté. Mais la pauvreté des uns ne doit pas entraîner la ruine des autres. Et je pense qu'il faut combattre fermement ce phénomène. Il faut que ce soit une cible pour que ceux qui sont supposés être les élites n'aient pas l'impression qu'il est normal de piller et de déposséder les créateurs d'œuvres de l'esprit de leurs droits. Donc je voudrais pouvoir compter sur vous et nous porterons ce combat ensemble sur le faut gérer moi-même sur les universités avec vous si cela était nécessaire. La mise en place de cette commission témoigne de l'engagement de l'État béninois à renforcer la gouvernance du secteur culturel et à assurer une protection durable des droits des créateurs.
Parlons religion dans cette édition. La première vague de candidats au Hajj 2025 a pris départ le mardi 20 mai 2025 de l'aéroport Bernardin Cardinal Gantin de Cotonou pour l'Arabie Saoudite. Au nombre de 270, ces premiers pèlerins béninois embarqués pour la Mecque ont reçu le coup de revoir d'une délégation de 3 membres du gouvernement conduite par le ministre de l'Intérieur Alassane Seydou. Joie et enthousiasme se lisaient sur les visages de ces premiers pèlerins béninois qui ont décidé de répondre cette année à ce devoir sacré du Coran. En effet, le pèlerinage reste une période de haute portée spirituelle pour la communauté musulmane et pour cette année, le gouvernement béninois, à travers l'Agence pour la gestion de la logistique des officiels AGLO, a mis les petits plats dans les grands pour assurer un séjour agréable aux pèlerins embarqués dans ce grand rendez-vous. Le compte rendu de la cérémonie avec nos confrères de la télévision nationale. 270 pèlerins ouvrent le bal du Hajj 2025. Plus qu'un simple voyage, le Hajj est un moment de dévotion, de purification et de connexion intense avec Dieu. En tant qu'une musulmane, c'est une obligation si tu as les moyens d'aller. Ce n'est pas que c'est pour un plaisir que je vais à la Mecque. C'est recommandé. Si nous effectuons ce pèlerinage, d'abord c'est pour aller prier pour nous-mêmes, après c'est pour prier pour la nation béninoise, surtout le chef de l'État. L'Agence pour la gestion de la logistique des officiels rassure d'une parfaite organisation avec un relèvement du niveau de standing. Toutes mesures qui répondent aux attentes des fidèles. Lorsque les pèlerins viennent du nord en majorité, ils sont accueillis sur le site d'accueil où ils peuvent passer 24 heures avant le lendemain de prendre leur vol tranquillement et de partir. Il n'y a rien qui en manque. Les logements, les douches, tout ça là, tout est appréciable, c'est bon. Moi je crois qu'il n'y a même plus de souffrance. Comme en temps il y avait de souffrance, nous on n'a même pas vécu ça. La majorité des pèlerins embarqués proviennent du Septentrion. Le premier vol sur les 8 prévus en attente de décoller. Rien ne manque pour un séjour apaisé. Pas de crainte à avoir. Toutes les dispositions sont prises pour eux et que le Seigneur les accompagne et que le séjour se déroule bien là-bas. Le président de la République et tout son gouvernement souhaitent un bon voyage à tous les pèlerins. Toutes les diligences ont été faites au pays. Soyez rassurés, vous serez accompagnés. Vous serez accompagnés jusqu'à la Mecque durant tout le pèlerinage et jusqu'au retour au Bénin. Tout concourt à un séjour en Terre Sainte agréable pour les fidèles musulmans béninois. Le dernier de la série des vols de 8 est prévu pour le 27 mai prochain. Sport dans cette édition pour boucler, Audio FC s'est imposé en déplacement face à une équipe de Dynamo FC en grande difficulté. Grâce à ce succès précieux, les visiteurs ont validé mathématiquement leur place dans le top 9 tandis que la situation se complique sérieusement pour Dynamo, désormais sous pression à 2 journées de la fin de la Ligue Pro. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Voici à présent les résultats des autres matchs issus de la 32e journée de la Ligue Pro. Dadje FC face à Beke se sont quittés sur le score de 0 but partout. Même score pour Aspak FC, AS Police, Dragon FC, Aima FC se sont quittés sur le score de 0 but partout. Azou FC, Adiza FC, 3 buts à 0. Même score pour Adidja FC face à la Jacques Dynamo de Parakou. Audio FC, 0 but à 1. Même score pour l'Autopopo FC face à Buff, 1 but à 0. Baniganse et Dynamique FC se sont quittés sur le même score, 1 but à 0. Dynamo d'Abomey à Estonnet, 1 but à 0. Takoune FC, Pante FC, 1 but à 4. Cotonou FC, Citadonga FC, 1 but partout. Même score pour USS Kraké face à la Sobemap, 1 but partout. Étoile Finlande à AS Cotonou se sont quittés sur le score de 0 but à 3. Requin face à Vranco Omnisport, 4 buts à 2. ABFC Cavalier FC, 1 à 3. Damissa FC face à Boa FC, 2 buts à 1. Real Espoir de Savalou face à Real Sport, 2 buts à 0. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bon début de semaine à tout un chacun.